Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, poursuite de la tournée du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans le département de l'Atlantique. Vous suivrez dans cette édition les étapes de ce vendredi. Et puis, tournée conjointe des structures étatiques impliquées dans la production du coton au Bénin. Le point des étapes du ministre Gaston Dossoui à Sonsoro, Kandi et Bembereke est à suivre également dans cette édition. Hors de nos frontières, ouverture officielle hier par la commission électorale du dépôt des candidatures aux législatives nationales, un scrutin prévu pour le 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo. C'est tout pour le sommaire. Vous gardez votre position pour le développement de ce journal. Pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a poursuivi ce vendredi sa tournée de suivi de la mise en œuvre de la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation dans le département de l'Atlantique. 3 communes du dit département ont donc accueilli l'autorité et sa délégation. Suivez ici le compte rendu de Clémence Tournecois. Après l'étape du littoral, c'est le département de l'Atlantique qui a accueilli ce vendredi la délégation du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. La délégation s'est rendue respectivement à Abomey-Calavi, Tofo, puis Alada. À chacune de ces étapes, l'exercice a été le même. Apprécier les effets de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation après 1 an de mise en œuvre. 1 an déjà que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation est entrée dans sa phase active. Au-delà des attentes récurrentes à l'égard des communes, qu'est-ce qui a particulièrement changé dans la gouvernance et la gestion de nos communes? Quels sont les défis majeurs, persistants et prioritaires auxquels il faut urgemment apporter du répondant? Comment s'y prendre? Ce sont là les 3 principales questions qui fondent ma tournée de cette année, dont la présente séance boucle l'étape du département de l'Atlantique. Le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a salué l'initiative de cette tournée qui, selon lui, vient à point nommé. Je salue l'initiative de cette tournée, dont l'objectif est d'apprécier, sinon évaluer par vous-même, l'impact réel de la mise en œuvre des diverses réformes issues des nouvelles réformes législatives et réglementaires régissant désormais notre cher pays, et s'agissant particulièrement de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Nul doute que cette réforme constitue une décision plutôt hardie qui devrait permettre d'atteindre cet objectif si cher qu'est le développement durable au niveau local et par ricochet l'épanouissement véritable et le bien-être de nos populations en définitive. Dans le cadre de la réforme, il est prévu une catégorisation des communes du département de l'Atlantique. Le ministre a saisi l'occasion pour inviter tous les maires et élus locaux à redoubler d'ardeur au travail pour un meilleur positionnement de leur commune. Le département de l'Atlantique, du fait de son degré d'urbanisation, sa croissance démographique et son développement sur tous les plans, constitue aujourd'hui, à n'en point douter, un véritable espace d'attraction et un potentiel pôle économique de notre pays. Toute chose qui justifie à maints égards la justesse du choix fait dans le cadre de la réforme de faire évoluer la catégorisation des communes du département de l'Atlantique, de sorte qu'il dispose désormais d'une commune à statut particulier qu'est Abomey-Calavi, de 2 communes à statut intermédiaire et de 5 communes à statut ordinaire. De ce fait, toutes les communes du département doivent travailler à mériter cette distinction honorable et donner le meilleur d'elles-mêmes pour que nous puissions maintenir le cap du développement à la base, dont les piliers sont déjà posés par le chef de l'État.
Abomey-Calavi étant désormais une commune à statut particulier, le ministre a promis organiser dans les prochains jours une visite dans chacun de ces 9 arrondissements. J'en parlais en titre, la tournée conjointe du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des responsables de l'Association interprofessionnelle du coton et de l'Institut de recherche sur le coton se poursuit. Les producteurs de coton de Sansoro, Kandi et Bembereke ont également accueilli la délégation conduite par le ministre Gaston Dossoui. Les précisions sont à suivre avec Arthur Rendo. C'est une réelle détermination affichée par les cotonculteurs de Sansoro, Kandi et Bembereke à produire davantage le coton. Mieux, ils n'entendent pas céder aux appels de la démobilisation lancée par, selon leurs propos, des esprits malsains tapis dans leur rang. En effet, à la délégation du ministre Gaston Corsi Dossoui, ils ont révélé que c'est curieusement ceux qui les appellent à abandonner la culture du coton pour faire mal aux présidents Talon qui sont les premiers à emblaver leur surface dès les premières pluies. Mais pour les producteurs de coton rencontrés à ces étapes par la délégation conjointe MAEP, AIC, IRC, point de crainte à avoir au sujet de leur détermination à produire le coton mieux qu'autrefois. Évidemment, du point fait, aux différentes étapes, les emblavures de la campagne cotonnière actuelle dépassent globalement celles mises en place à la même période de la dernière campagne. Ceci malgré les caprices de la pluviométrie. Mais pour effectivement assurer une campagne, la délégation a exhorté les producteurs à la mise en œuvre stricte du nouveau programme de traitement pour faire face à l'émergence d'une nouvelle espèce de jacide très agressive sur le cotonnier, à tous les stades et à la mise en œuvre sur le cotonnier d'un nouvel engrais, le SSP, en lui replace du NPK avec des contraintes spécifiques d'application. Un traitement obligatoire fourni gratuitement aux producteurs. L'opération coûte plus de 6 milliards à l'association interprofessionnelle du coton. Tout comme les semences livrées gratuitement aux cotonculteurs, cela coûte plus de 2 milliards à l'AIC. Objectif, améliorer les rendements à l'hectare, améliorer les conditions de vie des producteurs, capter des devises au pays et demeurer producteur numéro 1 en Afrique. Lancement officiel de la formation militaire de base d'une nouvelle vague de recrues. La cérémonie a eu lieu vendredi au centre de formation militaire de Bembereke. Suivez les détails. La politique de renforcement des effectifs pour assurer une meilleure sécurité des Béninois ainsi qu'une meilleure collecte des ressources de l'État se poursuit. Ils sont environ 1 millier de jeunes hommes et femmes candidats au port de l'uniforme pour servir la nation béninoise appelée sous le drapeau. Pendant 3 mois, ils vont suivre une formation composée d'exercices d'adaptation, d'endurance, de renforcement musculaire. Au cours de cette session, ils seront initiés et formés à l'art militaire, la culture militaire, la topographie, le tir au combat, au service en campagne ou encore aux droits internationaux humanitaires. Cette formation militaire commune de base précède la formation professionnelle que ces élèves agents de police et élèves fonctionnaires des douanes subiront dans les centres de formation professionnelle dédiés. Pour le ministre Alassane Seydou, la politique de renforcement des personnels des forces de défense et de sécurité engagées par le gouvernement répond à la nécessité de relever les défis qu'impose la nouvelle donne sécuritaire aux frontières du Bénin. C'est pourquoi il invite toutes les nouvelles recrues à suivre correctement cette formation qui leur donnera les bases essentielles des nouveaux métiers qu'ils aspirent à exercer. Tout est loin d'être rose en ce qui concerne l'état de certains axes routiers dans la ville de Cotonou. C'est le cas de l'axe Carrefour Toyota Étoile Rouge qui est abandonné dans un état de dégradation avancée. Suivez ce constat fait par Arthur Rendo. C'est tout un calvaire pour les usagers qui empruntent la voie pavée Carrefour Toyota Étoile Rouge. C'est tellement risqué parce qu'avec les crevasses de cette voie-là, on risque de faire des accidents. C'est dégradé par endroits. Donc, d'abord, je remercie l'effort que le gouvernement fait pour la construction de nouvelles voies dans nos villes. Et je les encourage à penser aussi à aménager celles-ci pour que
ça puisse quand même continuer toujours à nous profiter. C'est une voie un peu impraticable. Et si vous voyez déjà les efforts que le gouvernement est en train de fournir à réparer les voies, je crois qu'il y en a encore qui sont à désirer. Et nous allons appeler seulement l'attention du gouvernement là-dessus pour que ces voies-là soient quand même réparées pour le bonheur des citoyens. Des chaussées dégradées, difficiles à emprunter. La question préoccupe. Les usagers proposent. S'il peut recharger la voie, ça nous ferait plaisir. Parce que ça va éviter d'autres drames, comme celui de Dassa. Il faut qu'il y ait un comité qui va inspecter les voies pour les petits trucs où les voies sont dégradées par endroits, pour s'occuper de les réaménager afin que nous puissions toujours bénéficier de bonnes voies comme ils sont en train de construire de nouvelles. J'implore tout simplement la clémence des autorités au haut niveau de revoir ces voies-là qui sont vraiment difficiles à pratiquer. Vraiment difficiles parce que ça fait partie aussi des sources d'accidents que nous enregistrons chaque jour que Dieu fait. Les autorités compétentes sont vivement interpellées afin que les peines des usagers soient soulagées. Hors du Bénin, la commission électorale a ouvert hier le bal pour le dépôt des candidatures législatives nationales prévues pour le 20 décembre 2023, du 26 juin au 15 juillet. Les prétendants à la prochaine législature vont soumettre leur dossier de candidature, mais des doutes persistent encore sur la participation de l'opposition. Suivez le commentaire. C'est aujourd'hui que s'ouvre la période du dépôt des candidatures pour les législatives en République démocratique du Congo. Elles sont prévues pour le mois de décembre en même temps que les élections générales, dont la présidentielle. Les prétendants et les députés sortants peuvent déposer leur dossier, mais que va décider l'opposition qui se montre très critique contre la commission électorale? L'ex-président Joseph Kabila a déjà appelé les cadres de la Commission fédérale des communications, FCC, à boycotter le processus électoral en cours. Pour sa part, l'opposant Martin Fayoulou a conditionné la participation de son parti à la révision complète du fichier électoral. Critiquée par l'opposition et la société civile, la Commission électorale nationale indépendante CENI se veut toutefois rassurante. Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, dit être conscient que pour certains, les élections peuvent effrayer. Il les invite à ne pas avoir peur car leurs voix seront protégées. Il a rassuré que toutes les candidatures et tous les candidats seront traités de manière égale. La CENI continuera à travailler avec intégrité et honnêteté et ne s'érigera pas en grand électeur, c'est-à-dire l'élu des électeurs, mais respectera le choix des électeurs, a-t-il conclu. Le ministère de la Défense ukrainienne a annoncé l'intensification des opérations de contre-offensive sur plusieurs axes, alors que le brouillard vient à peine de disparaître en Russie sur la rébellion avortée du groupe Wagner durant le week-end. Les détails. La contre-offensive ukrainienne se poursuit. En effet, le ministère ukrainien de la Défense a annoncé le samedi dernier un déclenchement d'opérations de grande ampleur. Il faudra sans doute encore plusieurs jours pour que l'on sache de quoi il s'agit, mais depuis dimanche, il est désormais avéré de manière visuelle que des soldats ukrainiens ont passé le Dniepr au niveau de Kherson et peut être établi une tête de pont sur la rive gauche du fleuve. Des combats y ont été observés. Ce n'est pas encore le grand débarquement, mais cela montre que les Ukrainiens sont à l'initiative et progressent dans plusieurs zones géographiques. Pour le moment, il n'y a pas d'indication sur un éventuel impact de la crise russo-russe sur le champ de bataille et il faut d'abord rappeler que depuis la fin de la bataille de Bakhmout, les troupes de la milice Wagner ont été retirées de l'avant du front et à vrai dire, elles jouent un rôle relativement marginal dans la phase défensive que doit gérer l'armée russe aujourd'hui. Cette intensification n'aura pas sans doute de conséquences immédiates sur le plan opérationnel, mais néanmoins, il y a un facteur à prendre en compte. Ce week-end, la drôle de cavalcade des miliciens de Prigojine a mis en lumière les errements de la chaîne de la hiérarchie militaire russe. On n'a vu nulle part durant ces 2 jours ni le ministre de la Défense Sergei Shoigu, ni le général en chef de l'armée russe Valery Gerasimov.
À terme, la chaîne de commandement russe peut être profondément ébranlée, ce qui peut avoir un impact sur l'organisation et la motivation des soldats, surtout si les Ukrainiens venaient à gagner du terrain. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.belin-iden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application sur App Store ou Play Store. Merci une fois encore. On se retrouve demain quand il sonnera 8h sur Matin d'Eden et bonsoir chez vous.